Nous sommes le 24 mai 2017, une date qui restera marquée à jamais dans nos mémoires, car il y a 3 ans, jour pour jour, un homme, après être entré dans le musée juif de Belgique, a abattu 4 personnes. 3 personnes sont tuées sur le coup. Il s'agit du couple d'Israéliens, Emmanuel et Myriam Riva, âgés de 54 et de 53 ans. Il y avait également une Française, Dominique Sabrier, 66 ans, qui était bénévole au musée juif. La 4e victime est Alexandre Strens, un Belge de 25 ans qui travaillait à l'accueil. Transporté grièvement à l'hôpital, il restera dans le coma et décédera quelques jours plus tard. Un suspect, Mehdi Nemmouche, est lui arrêté à Marseille en possession d'armes de guerre. Il s'agit d'un Français d'origine algérienne condamné pour plusieurs délits, soupçonné de s'être radicalisé en prison et d'avoir ensuite rejoint l'État islamique. L'attentat du musée juif de Bruxelles est en fait la première attaque perpétrée par l'organisation terroriste État islamique en Occident, avec beaucoup de personnes qui se trouvaient aux alentours du musée juif de Belgique au moment des faits. C'était d'ailleurs le cas pour Maurice Bliboom, qui avait assuré ce moment difficile en direct pour Radio Judaïka. Il nous parle de ce souvenir douloureux. Tout ça s'est fait très très vite. J'étais pas tout près, j'étais à 5 minutes. Quelqu'un m'a prévenu, il se passe quelque chose de bizarre. Donc je suis arrivé tout de suite sur les lieux, et là au moment où les policiers commençaient à établir le cordon. Et puis, mais bon, on a tout de suite, on a vu des gens courir dans tous les sens. On a tout de suite compris, en tous les cas, sans savoir ce qui se passait, bien sûr, mais que c'était très très grave et que ça pouvait venir du musée juif. Voilà. L'attentat du musée juif de Belgique est la première attaque perpétrée par l'organisation terroriste État islamique. Nous avons donc demandé à Maurice Bliboom si, selon lui, il y a eu un avant et après 24 mai 2014. En 38 ans de radio, on a quand même connu quelques malheurs, parce que voilà, l'assassinat du professeur Vibrant, une autre personne qui faisait du gardiennage et qui a reçu une balle dans le ventre. Et donc voilà. Alors, vous savez, Jim, on n'a pas l'habitude de faire une hiérarchie dans le malheur et dans les attentats. Mais disons que oui, faut parler pratiquement au niveau sécurité. Oui, bien sûr, ça a changé les choses un peu plus, même si dans la communauté, ça fait 30-35 ans qu'on est habitué à avoir des gendarmes pour nous protéger, à l'époque, à avoir des policiers, voilà. Et aujourd'hui, c'est les militaires, mais c'est pas nouveau pour la communauté juive en tous les cas. C'était Maurice Bliboom qui anime tous les mardis sur Radio Judaïka La Vérité, rien que la vérité. Shuna Lomponda est porte-parole du musée juif de Belgique. Elle a bien voulu témoigner sur notre antenne ce matin sous forme d'un billet d'humeur. Je vous propose de le réécouter dans son intégralité. Dominique Sabrier, Alexandre Strens, Myriam et Emmanuel Riva. Alors ce billet, nous l'appellerons billet d'une rescapée ou si vous préférez, chronique d'une miraculée. Je me souviens de ce 24 mai, qui n'était pas un jour habituel, où se sont produites des choses inhabituelles. La journée a démarré timidement après une nuit difficile, un cauchemar horrible. Je décidai d'aller prier ce samedi dans une assemblée qui n'était pas la mienne. Je précise que d'ordinaire, c'est le dimanche que je me rends au culte. Inhabituel, je vous disais. Après avoir pris le déjeuner, j'appelle Alexandre Strens, qui était en poste au musée ce jour-là. J'avais prévu d'y faire un saut pour le préparer à une réunion que nous devions avoir en équipe. Pour la petite histoire, Alexandre Strent était préposé à l'accueil et mon assistant depuis peu. C'était un jeune homme brillant, à l'intelligence vive et à l'humour décapant. Il n'avait pas prévu d'être là ce jour-là à l'accueil et avait changé sa place pour cause d'élection avec un collègue. Inhabituel, vous disais-je. Nous avons parlé, ri, je l'ai rassuré à propos de cette réunion et il m'a dit qu'il attendait Dominique. Dominique Sabrier, une bénévole, discrète et dévouée au musée, dont la famille était parmi les déportés du convoi numéro 27, parti de Drancy pour Auschwitz le 2 septembre 1942. Une véritable amitié s'était liée entre elle et Alexandre Strens, parce que le musée juif de Belgique, c'est aussi ça, c'est une petite équipe où des liens se tissent et se nouent. La suite, des souvenirs de la place du Sablon, noyés par des véhicules de transmission et des micros qui se tendent frénétiquement vers moi pour une déclaration, des journalistes, des politiques, beaucoup de politiques. Nous étions en pleine période électorale et un barrage de policiers qui bloque la rue vers le musée. Là, on m'informe qu'on périt 2 touristes.
Un couple qui avait décidé de visiter notre capitale, Myriam et Emmanuel Riva. J'apprends également le décès de Dominique Sabrié et dans cette douleur me surprend à espérer lorsque l'on m'informe qu'Alexandre Strentz a été transporté dans un état très critique mais vit encore. Comme s'il pouvait m'entendre, je me souviens d'avoir murmuré « Bats-toi champion ». 3 ans après, 3 ans déjà, le musée a tiré des leçons de cet ignoble acte terroriste. En termes de sécurité dans ce musée, autrefois ouvert, où les dimanches on pouvait apercevoir mes fils jouer dans la cour. Il y a aujourd'hui un sas et des militaires en faction au quotidien. Cette armée et cette police que nous remercions chaque jour, des hommes et des femmes qui donnent leur vie afin que la nôtre soit préservée. Des enseignements aussi en termes de dialogue communautaire, avec l'art et la culture comme levier d'éducation. Par des expositions telles que Juifs et musulmans, culture en partage, des workshops et des partenariats tels que le festival Close-Up 2 récemment, afin d'ouvrir ce musée, de faire connaître la culture juive en ses murs et au-delà des murs, car comme je le répète souvent, on ne combat pas ce que l'on connaît. 3 ans après, on réalise qu'il y a eu entre-temps l'épicerie cachère en France, Charlie Hebdo, le Bataclan, les attentats de Bruxelles et plus récemment Manchester. Je garde un souvenir ému de ma rencontre avec Zineb El Razaoui à la Commission européenne où, sans nous connaître, nous nous sommes jetés dans les bras l'une de l'autre après avoir été présentés. Comme 2 rescapés de guerre, des miraculés de la barbarie humaine. 3 ans après, c'est aussi une Belgique qui demeure tristement au niveau 3 et où l'on pratique la haine 2.0 à ciel ouvert. 3 ans après, je suis de cette génération qui apprend chaque jour non pas à vivre avec le danger, mais qui vit au-delà. Sinon, comment retourner travailler dans ce lieu où des vies même ont été fauchées? Comment prendre le tram? Comment prendre le métro? Comment sortir de chez soi sans avoir la boule au ventre? 3 ans après, il y a ceux qui vous soutiennent, il y a ceux qui vous lâchent. Il y a encore des questions sans réponse, de la tristesse à cette période de l'année. Lorsque je repense à la carrière d'Alexandre aurait pu avoir, le cœur lourd aussi quand je songe à 2 charmantes jeunes filles que la vie a rendues orphelines. 3 ans après avoir fait le deuil, longtemps, c'est savourer le bonheur de vivre et la reconnaissance car nous sommes tous des miraculés. Pourquoi moi et pourquoi eux? C'est chérir une vie qui n'a pas de prix et qui n'est pas négociable. C'est comprendre, comme le disait Duras, qu'il faut beaucoup aimer les hommes pour les aimer. Sinon ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. C'était Shuna Lompenda, porte-parole du musée juif de Belgique. Je vous propose à présent d'écouter Philippe Blondin. Il est également au musée juif de Belgique, c'en est même le président. Il a déclaré, lui, sur notre antenne, que quand on s'en prend aux juifs, on s'en prend au monde entier. Écoutez-le. D'ailleurs, à l'époque, je l'avais d'une manière un peu prémonitoire, j'avais cité ces paroles du Talmud. Si dans le monde, on attaque les juifs, alors tout le monde sera attaqué et embrasé. Donc la réalité est là, et donc tout ça c'est prémonitoire de tous les malheurs et toutes les souffrances que notre monde subit aujourd'hui. Philippe Blondin, président du musée juif de Belgique. Il y a un devoir de mémoire envers les victimes, se remémorer leur nom. Pour Jonathan de la Tower, vice-président du CCEJB, c'est le moyen principal de ne pas oublier. Tout d'abord, rappeler le nom des victimes, donc Alexandre Strentz, le couple Emmanuel et Myriam Riva et Dominique Sabrié. Donc c'est important de ne pas les oublier. Et puis, il est aussi important de rappeler que c'était le premier attentat qui a ciblé la Belgique ces dernières années et qui a annoncé les suivants. Ce que beaucoup de journaux oublient de mentionner. Lorsqu'on a eu les attentats qui ont ciblé le métro et l'aéroport de Zaventem à Bruxelles, beaucoup ont titré « Après la France, la Belgique est visée pour la première fois ». Or, il y avait eu cet attentat au musée juif de Belgique il y a 3 ans, en mai 2014. Jonathan de la Tower revient également sur les moments qui ont suivi l'attentat d'il y a 3 ans. Selon le vice-président du CCEJB, trop de nos concitoyens ne se sont pas sentis visés par cet attentat. On a pu s'en apercevoir après l'attentat. Beaucoup ne se sentaient pas concernés. Ça ciblait avant tout la communauté juive et pas la Belgique en tant que telle. Et on a vu ça aussi lors des commémorations où les gens ne se sont pas déplacés vraiment en nombre. Alors évidemment, il y a eu des personnes qui n'étaient pas issues de la communauté juive qui sont venues à ce rassemblement, mais en grande partie, c'était des gens issus de la communauté juive.
Et en comparaison avec les attentats qui ont ciblé, donc comme je le disais, le métro ou Zaventem, là on a vu que c'est tous les citoyens qui se sont sentis concernés. Donc effectivement, il y a un souci de ce côté-là et c'est d'autant plus important de commémorer cet attentat. L'attentat du musée juif de Belgique est la première attaque perpétrée par l'État islamique en Occident. La dernière semble s'être produite cette semaine à Manchester. Est-ce que nos services de sécurité ont changé en 3 ans ici en Europe? Nous avons demandé un avis extérieur, celui d'Eli Carmon, spécialiste en contre-terrorisme à l'université de l'IDC à Herzliya en Israël. Pour lui, il y a une évolution juridique, mais il y a aussi de l'aide venue d'Irak. Il y a eu des changements sur le plan juridique. Par exemple, il y a l'état de siège en France. Il y a même en Belgique, après l'attentat à l'aéroport, des changements juridiques. Il y a des décisions de recruter plus de personnel, donner plus de recours matériel aux policiers, aux services de sécurité. Mais de nouveau, ça ne peut pas couvrir le monitoring de tellement de personnes. Je crois qu'il y a 400, 500 Belges qui ont été combattants en Syrie, en Irak. Un autre changement qu'il y a sur le terrain, c'est qu'il y a une décision, je dirais, stratégique, tant de l'armée irakienne, mais je crois aussi des forces de la coalition américaine à Mossoul et à Raqqa, ne pas permettre à ces combattants étrangers de quitter le territoire et se réfugier en Europe ou en autre partie. Ils sont tués petit à petit dans les combats très acharnés qu'il y a sur le terrain. Et par exemple, le Daesh a publié une liste d'attentats suicides en Irak et il déclare qu'à l'époque, il y a 3 mois, il y avait déjà 1100 attentats suicides, ce qui signifie que beaucoup de ceux combattants étrangers, parce que la majorité ce sont des combattants étrangers qui font ces attentats suicides, sont morts. Et il y a aussi des listes qui ont été reçues il y a un an et demi. Les autorités européennes savent aujourd'hui beaucoup plus sur la menace, mais ils n'ont pas encore les moyens de lutter efficacement tant qu'il n'y a pas suffisamment de forces de police et de sécurité. Je vous donne un exemple. En France, nous savions qu'il y a à peu près 4000 personnes qui sont considérées comme des djihadistes et des terroristes potentiels. Mais selon la nouvelle ministre française de la lutte, la prévention de la radicalisation, non la déradicalisation, la prévention de la radicalisation, il y a 16 000 personnes qui sont caractérisées comme un danger. Donc on comprend la difficulté de cette tâche pour contrôler toutes ces personnes en France, en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. C'était Eli Carmon, spécialiste en contre-terrorisme à l'université d'Herzliya, l'IDC, en Israël. Je vous propose de passer maintenant au volet juridique de notre édition spéciale. Après près de 3 ans d'enquête, le dossier sur l'attentat au musée juif est bouclé. La juge d'instruction, Berta Bernardo Mendez, a renvoyé l'affaire vers le parquet fédéral. Alors maintenant, le substitut fédéral doit lui tracer ses réquisitions avant que l'affaire ne soit renvoyée devant la chambre du Conseil qui décidera, elle enfin, quelle juridiction devra juger les prévenus. Un parcours un peu complexe. On a donc demandé à Steve Gries, avocat au barreau de Bruxelles, de nous éclairer sur le cheminement de cette affaire. C'est vrai que ça peut paraître un parcours du combattant parce que la justice est compliquée et qu'il y a beaucoup d'acteurs. C'est le juge d'instruction qui a entamé l'enquête, c'est le juge d'instruction qui la mène et c'est le juge d'instruction qui la clôture. Mais une fois qu'il a clôturé son enquête, le rôle du juge d'instruction s'arrête là. Ensuite, c'est au parquet fédéral de prendre le relais. Alors le parquet fédéral, c'est les représentants de l'État en charge de poursuivre les infractions de terrorisme. Ils vont donc tirer leurs conclusions de l'enquête qui a été menée par le juge d'instruction et ils vont le renvoyer après à des juges et les juges vont décider devant quel tribunal cette affaire va être traitée. C'est ce qu'on appelle la chambre du Conseil. En appel, il y a également la chambre des mises en accusation et ils vont décider en fonction des conclusions
du parquet fédéral. Ils vont décider si cette affaire est soumise à la cour d'assises, c'est-à-dire devant un jury populaire, ou alors au tribunal correctionnel, c'est-à-dire une affaire qui sera traitée plus vite et par des magistrats professionnels et non par un jury d'assises. L'autre élément que l'on a voulu soulever avec Steve Gries, avocat au barreau de Bruxelles, c'est vers quelle cour, justement, ce procès va se dérouler. Ce sera soit la cour d'assises, soit le tribunal correctionnel. Les parties civiles, elles, préfèrent la cour d'assises. La cour d'assises a plusieurs spécificités. D'abord, la cour d'assises prend beaucoup plus de temps pour examiner les affaires. On a pu voir dans des affaires très célèbres, comme l'affaire du Trou, par exemple, que c'est des affaires qui prenaient plusieurs semaines ou plusieurs mois, hautement médiatisées. Et donc, évidemment, ce serait un procès de principe qui serait ainsi fait à la lumière des médias. Ensuite, ce ne serait pas seulement des magistrats professionnels dont c'est la profession de juger, mais également des citoyens tirés au sort qui devront donc examiner toute l'enquête qui a été faite par le juge d'instruction et puis prendre la décision, ce qui fait que l'affaire aura un retentissement sociétal beaucoup plus important. C'était Steve Gries, avocat au barreau de Bruxelles.